Bonjour à tous, une vidéo du matin pour vous inciter à vous faire des cadeaux, et c'est ce que j'ai voulu faire hier, puisque quand je suis rentrée du cinéma jeudi soir, où je suis allée donc voir Le Cœur de l'Homme, je vous ai fait des vidéos précédemment pour vous parler de ce film, et bien le soir j'ai consulté mes mails juste avant de dormir, et je suis tombée sur une publicité pour ce merveilleux livre, Seconde Chance, de Gabriel Alexander. Et du coup, ça m'a donné envie de le lire. Et je me suis dit, demain, première heure, je file à la Biocop, puisqu'on a la chance au Puy-en-Velay d'avoir une superbe Biocop qui s'appelle Éco-Nature. On en a deux exactement, mais il y en a une qui s'appelle Éco-Nature qui est assez grande et qui en fait comporte deux étages. Et à l'étage, vous avez un rayon librairie qui est très bien fourni avec des oracles, avec plein de belles choses. Et aussi de la papeterie, des jeux pour enfants qui sont extraordinaires à mon sens, des habits, des vêtements très beaux, faits main, et puis de la vaisselle, des appareils pour se faire des jus, etc. Enfin, vraiment, c'est une superbe biocop. Et donc, je me suis dit, demain matin, en allant faire mes courses, eh bien, je m'offre ce livre magnifique. Donc, j'arrive à l'étage, je dis à la vendeuse, voilà, est-ce que vous auriez éventuellement ce livre pour me dire, bon, je ne vais peut-être pas le chercher partout si jamais il n'y est pas. Et puis la vendeuse me dit, écoutez, on va regarder ça, ça me dit rien, mais on va regarder sur l'ordinateur, voir si j'en ai en stock. Et elle me dit, eh ben oui, il y en a un. Alors ben, le risque quand il y a un livre, eh bien c'est qu'il ait été mal rangé, c'est que quelqu'un l'ait déplacé, et que du coup, eh ben, on ait du mal à le trouver en fait. Bon alors, elle m'a dit, bon, je pense qu'il doit être rangé par là. Pendant un quart d'heure, elle a cherché, puis moi je sentais que c'était pas là, je ne savais pas pourquoi, mais je me disais, on peut encore chercher longtemps, c'est pas du tout par ici. Et donc, au bout d'un moment, qu'on en avait marre de chercher, je me dis, ben, je vais vraiment me, me centrer et puis voilà, demander à mon instinct, à mon intuition de me guider pour trouver ce livre. Et effectivement, mon intuition est allée vers l'autre bout du magasin, c'est-à-dire pas du tout là où on était, une étagère tout en dessous. Et sans regarder l'étagère, j'ai dit, il est là. Et là, elle me regarde, elle me dit, bah oui, c'est logique. Mais c'est un roman initiatique en fait, votre livre là que vous cherchez. Je lui dis, bah oui. Elle me dit, bah oui, c'est l'étage des romans initiatiques. Vous l'avez trouvé? Et je lui dis, bah non, j'ai pas regardé, mais je sais qu'il est là. Je regarde et je ne vois que lui, alors que bon, il y avait quand même plusieurs livres, et je ne vois que ce livre. Donc je l'attrape évidemment et je me dis, bah voilà, il faut que je le lise. Donc j'ai commencé hier soir, j'en suis déjà à la page 72. C'est un livre qui, à mon sens, est totalement dans la même veine que le film Le Cœur de l'Homme, c'est-à-dire à savoir que c'est donc un roman initiatique, effectivement, de Gabriel Alexander qui parle bah, de toutes les difficultés qu'il a pu traverser et de toute la transformation de sa vie malgré tout. Je trouve que c'est extrêmement bien écrit et bien foutu. Alors, pas que ce soit un nouveau Proust ou un nouveau Verlaine, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens où c'est écrit comme on parle, justement, comme je disais. Donc pour moi, ça parle à un bon nombre de gens. En plus de ça, il parle quand même beaucoup de son addiction, d'une période de dépression très lourde quand il avait 20 ans. Et il parle surtout de son addiction à l'alcool, mélangée avec des médicaments. Et il parle dans ce tout début, là, depuis la page 72, il est quand même beaucoup sur une tentative de suicide qui a foiré, qu'il a essayé de mener à bien. C'est complètement terrible, quelque part, mais c'est présenté de façon presque humoristique. C'est-à-dire ce truc qui n'arrive jamais à se faire. Il est en train de vouloir mettre en scène un suicide magnifique pour que tout le monde se souvienne bien de lui. C'est-à-dire que dans cette espèce de manque d'amour de lui-même, il lui reste quand même assez d'amour pour dire je suis quand même quelqu'un de pas trop mal, j'aimerais que les gens se souviennent de moi et je vais essayer de mettre en scène un truc qu'en jette quoi. Donc voilà, donc je me dis ça peut parler à tous les êtres humains parce que voilà, on a tous vécu des périodes assez difficiles parfois qui nous mènent justement vers des périodes plus lumineuses où on va pouvoir se déployer plus encore dans toute notre beauté. Et voilà, et le propos c'était aussi faites-vous des cadeaux, faites-vous de beaux cadeaux comme ça. Et moi je suis très heureuse de m'être fait ce cadeau. Enfin, je m'en suis fait un autre, mais je vous en parlerai ensuite. Alors, hop là,
hein. Donc, je voulais vous lire en fait des extraits pour vous donner peut-être envie de le lire et pour partager avec vous, mais je ne sais pas trop ce que je vais vous lire. Donc, en fait, là, je vais tourner les pages un peu au hasard. Euh, et, euh, et voilà. Donc, alors, c'est pas évident parce que finalement, il y a plein de passages super. Mais, alors, donc, on va lire là. Alors, j'avais dormi presque 48 heures d'affilée. Oui, voilà, ça y est. Je me souviens peu à peu de ce qui s'est passé. Bien sûr, j'avais décidé de me suicider. Oui, encore une fois. J'en avais marre de faire semblant d'être heureux, semblant d'être normal. Alors après avoir supporté péniblement une nouvelle période difficile où je me sentais de moins en moins un être humain et de plus en plus un pauvre zombie, j'avais pris la décision de mettre fin à ma souffrance mentale, à ce calvaire quotidien dont la triste fin semblait inévitable. Pour atteindre rapidement et simplement cet objectif, une seule solution, mettre un terme au compte à rebours qui me séparait du moment fatal. Bon, la lumière est pas top là, hein, mais c'est pas grave. Euh, à ce calvaire quotidien, un truc se fait sembler inévitable. Pour atteindre rapidement et simplement cet objectif, une seule solution, mettre un terme au compte à rebours qui me séparait du monde fatal, du moment crucial, celui de l'extinction de tous les feux, celui du repos final et éternel tant convoité par les désespérés. Quoi de plus logique quand on vit dans l'illogisme que de choisir une solution illogique pour pallier ces problèmes irrationnels. Durant cette mémorable nuit, dont chaque seconde défilait dans ma tête, j'avais vainement cherché un peu partout dans la maison mes pilules de survie, les petites pilules blanches qui soudain me faisaient défaut. Plus rien, zéro, ma boîte était lamentablement vide, zéro. Un chiffre qui saccage votre nuit en un rien de temps et qui la rend tout aussi blanche que ces foutues pilules. Il faut dire qu'on était dimanche et que mon stock de Temesta, ma petite drogue légale, vendue par mes deux dealers préférés, mon médecin et mon pharmacien, était épuisé. Ce soir-là, dans mon lit, j'étais en état de manque, et tout prenait des proportions démesurées. Ma vie tout entière me paraissait inutile, voire nuisible. Pas moyen de dormir, angoissée, paniquée, je transpirais abondamment. Je me tournais, je me retournais inlassablement dans mes draps chauds et mouillés de sueur. Je fixais désespérément le plafond pour tenter de calmer mes angoisses. Après quelques heures de ce traitement tout juste bon à ruiner le moral du plus joyeux des guélurons, ce que j'étais loin d'être, ne trouvant plus aucune issue à mon angoisse métaphysique, incapable de m'extraire de l'immense dépression où je m'enlisais, j'échafaudais un plan pour éliminer radicalement ma cruelle maîtresse, ma souffrance. Oui, je devais me débarrasser une fois pour toutes de cette trop fidèle compagne, cette insoutenable souffrance quotidienne qui avait pris cette nuit-là de gigantesques proportions. Or, le meilleur moyen, me semblait-il, pour éliminer un ennemi qui résidait à l'intérieur de moi, c'était d'en détruire son habitation. Le plan était simple, limpide, un beau suicide avec une lettre d'adieu touchante si possible, intelligente aussi pour que l'on sache enfin quel être sensible et raffiné j'étais. Je veux bien mourir, mais dans l'admiration générale, s'il vous plaît. Il ne me restait plus dès lors qu'à attendre le matin pour faire le tour des médecins du quartier, leur expliquer que mon médecin de famille étant en vacances et que devant partir moi-même pour 3 mois aux États-Unis, il me fallait ma dose habituelle de tranquillisant et que blablabla. Enfin, c'est pas moi qui dis blablabla, c'est lui qui a écrit blablabla. Alors voilà. Euh... Donc, je vais essayer de vous trouver un autre extrait. Hein, voilà. Hop là. Alors, donc, on va lire ça. Le téléphone sonne. Heureusement qu'il est là, celui-là. Je réponds d'une voix tremblante. J'avais horreur de répondre au téléphone à jeun. Une voix féminine me dit: Tu vas bien? Je suis inquiète. Depuis hier, j'essaie de te joindre. C'était la charmante blonde de l'avant-veille, Sylvie. Elle voulait m'inviter à dîner ce soir-là chez elle, à la condition que cela ne me dérange pas qu'il y ait sa fille de 4 ans avec nous. Quand on est un désespéré, personne ne nous dérange. C'est plutôt nous qui craignons de déranger les autres par notre manque de présence, notre néant intérieur, notre âme vide et notre personnalité décalée. Je suis passée la voir chez elle vers 19h, je n'avais rien d'autre à faire. Je suis entrée avec un sourire figé. Elle m'a gentiment fait remarquer que je n'avais pas vraiment bonne mine. J'ai esquissé un deuxième sourire maladroit, balbutié quelques mots d'excuses et me suis finalement attablée. Elle a essayé de me faire la conversation. Moi, je répondais tant bien que mal. En fait, ma bouche tremblait chaque fois que je prenais la parole. Sa fille me dévisageait, étonnée et inquiète, de voir ce drôle d'adulte qui n'avait vraiment aucune assurance. Sylvie tentait d'entretenir la conversation avec moi quand tout à coup, n'en pouvant plus, je me suis mis à pleurer, mais à pleurer tout mon sou. Je pleurais en suffoquant comme un petit enfant malheureux. Elle m'a pris dans ses bras pour me consoler. C'était un geste plus maternel que sensuel. Ensuite, elle m'a demandé de l'attendre dans sa chambre le temps qu'elle couche la petite. C'est ce que j'ai fait. Quand elle est revenue dans la chambre, elle m'a pris dans ses bras. J'ai pleuré tout doucement quelques instants, puis je suis restée toute la nuit serrée contre elle comme un enfant terrorisé à l'idée de quitter les bras de sa maman. Au milieu de la nuit, il a même fallu qu'elle desserre mon étreinte pour pouvoir aller aux toilettes. Je suis restée chez elle quelque temps.
Je suis presque devenue son deuxième enfant, mais pour quelques mois seulement, le temps de soigner mes blessures intérieures. J'avais tellement besoin de tendresse. Puis je suis partie, je me suis sauvée. Dès que les gens me témoignaient trop d'amour, cela m'était insupportable, donc je partais. Je disparaissais car leur amour m'étouffait. Ne pouvant pas m'aimer moi-même, je ne pouvais pas comprendre ni supporter que l'on m'aime. J'ai passé ensuite des mois à faire semblant d'être normale, à faire semblant d'exister, d'être comme les autres. Heureusement, l'alcool et les pilules m'aidaient beaucoup dans cette démarche laborieuse. Je me rappelle certaines fois que je me promenais toute la journée, seule dans les quartiers bourgeois et isolés de Paris, évitant ainsi de croiser des gens de mon entourage. Mais lorsque par malheur il m'arrivait de rencontrer quelqu'un et que l'on me demandait alors comment ça va, je ne savais plus quoi répondre. Je pensais que mon désespoir se voyait tellement que je ne pouvais le leur dissimuler. Que leur dire d'ailleurs? Je vais très mal, figurez-vous, j'essaie de ne pas trop penser au suicide, mais c'est difficile. J'ai du mal à vivre, à respirer convenablement à cause de mes angoisses. Voilà la vérité que je n'avais absolument pas le courage d'avouer à qui que ce soit. Alors quand il m'arrivait de rencontrer quelqu'un par hasard, je balbutiais, gênais, quelques mots avec un sourire, niais, et m'excusais déjà de n'être pas plus loin. Jacques Brel. Les gens me regardaient avec une expression affligeante, un mélange de dégoût et de pitié. Je souffrais beaucoup de ces rencontres accidentelles. Je me haïssais d'être devenu un bouffon stupide, incolore, une odeur insipide, un rien de chez rien, un léger courant d'air, une pauvre âme perdue et errante dans les rues de la ville. Voilà. Alors, voilà. Et puis je vous lis un troisième. Je ne sais pas du tout de quoi ça traite. Je vous lis vraiment au hasard comme ça. J'ai vidé le contenu des boîtes de Temesta sur la table. J'ai fait un joli petit tas avec mes pilules, un tas de formes pyramidales, comme si l'esthétique avait de l'importance dans un moment pareil. Absurdité quand tu nous tiens. J'ai pris une bouteille de vodka, je m'en suis servi un verre plein. J'ai mis une dizaine de pilules dans le creux de ma main et je les ai avalées avec une grande rasade. Je recommence 2 autres fois la même opération, bien déterminée à en finir avec ma triste, inutile et malheureuse existence. J'attaque ma quatrième poignée quand le téléphone se met à résonner. D'abord, je laisse sonner 2 fois, 3 fois. Finalement, je décide d'aller décrocher, moins dans le but de répondre à ce futile appel que pour arrêter le bruit de cette maudite sonnerie qui semblait s'être insinuée dans mon pauvre circuit cérébral. J'étais de plus en plus groggy à cause de toutes les saloperies que j'avais avalées durant cette rocambolesque fin de matinée. Au bout du fil, j'entends soudain la voix de mon ami Édouard, qui semble émerger d'une fréquence radio brouillée. Il me demande ce que j'ai prévu de faire ce soir-là. Que lui répondre? Rien de trop spécial, juste un petit suicide. Et toi, mon pote, tu vas faire quoi? Je préfère bien évidemment prétendre être occupé à différentes petites choses. Il s'étonne de ma voix somnolente. Après un peu plus de 50 Temesta avalés, notez bien qu'il est normal d'avoir ce genre de voix nonchalante. Il me propose alors de venir le rejoindre dans sa bijouterie. Il était d'après ses propos avec 2 jolies filles dont l'une me connaissait de vue apparemment. Elle semblait très intéressée de faire ma connaissance. Mon physique l'avait sûrement marqué au fer rouge puisque nous ne nous étions, semble-t-il, jamais parlé. J'ai répondu à Édouard, je ne peux pas car je dois absolument finir ce que j'ai déjà commencé. Un temps de pause, puis il me suggère, très habituellement d'ailleurs, de reporter au lendemain ce que j'étais en train d'accomplir. D'un coup, ces paroles ont fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, oui, pourquoi pas après tout? Je peux très bien finir mon suicide demain, il n'y a pas le feu, personne ne m'attend là-haut. En tout cas, si quelqu'un m'attend, il ne semble pas y avoir d'urgence particulière. Et puis, je serai toujours assez vivant demain, pas moins qu'aujourd'hui en tout cas, pour pouvoir me suicider comme promis et mettre fin à ma misérable vie. Pourquoi ne pas profiter de cette belle soirée offerte par le hasard, avec une jolie blonde dans mes bras en plus? Ce serait idiot de refuser. J'avais tellement souffert la nuit dernière que je méritais bien un peu de bon temps, non? L'esprit complètement bué par ma surconsommation de drogues médicamenteuses, je prends ma belle voiture blanche décapotable, je traverse Paris à plus de 178 km/h. Le radar de la police et la contravention que j'ai reçue par la suite témoignaient de ma folie. Une folie tout aussi dangereuse pour moi que pour les malheureux passants que j'aurais pu violemment percuter sur ma route avec ce véhicule contrôlé par un incontrôlable. Édouard et les 2 filles m'attendaient sagement devant la bijouterie. Des présentations courtoises mais brèves s'imposent. Hélas, tellement groggy par mes cocktails d'alcool et de médicaments, je n'arrive pas vraiment à distinguer les traits du visage de cette jeune blonde comme brouillés par un léger voile. Nous sommes partis tous les 4, les cheveux au vent. Moi, c'était plutôt le cerveau au vent. Dans ma belle voiture décapotable, la Dolce Vita, pensais-je, stupidement. Voilà, je vous invite vraiment à lire ce livre, surtout si vous passez par des périodes assez compliquées à l'heure actuelle, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, puisqu'on est dans des périodes de grande transformation. Donc voilà, c'est un livre qui se lit, comme vous avez vu, de façon très légère. Il présente avec humour des choses qui peuvent être un peu douloureuses ou un peu lourdes. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je viens vous parler tout de suite ensuite, après, du deuxième cadeau que je me suis fait. Voilà, c'est Noël avant l'heure. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.